Une longue révolte, 1936-1939. L'accélération de l'émigration à la suite de l'accession de Hitler au pouvoir en 1933 radicalise les oppositions. C'est dans ce contexte qu'éclate la grande révolte de 1936-39 qui coïncide avec le développement du mouvement nationaliste, anti-britannique et anti-français dans le monde arabe. Un homme préfigure cette révolte. Fils de paysan, musulman convaincu, prédicateur dans une mosquée de Haïfa, il s'appelle Azz-Din el-Qassem. S'il condamne les violences aveugles de 1929, il prépare la lutte armée. Obéissez à Dieu et à son prophète, mais pas au haut-commissaire britannique, prêche-t-il. Ses funérailles, il est tué en 1935 après avoir pris le maquis, donnent lieu à des grandes manifestations. Nous sommes les petits-fils de Qassem, proclame l'un des premiers communiqués de la révolte des Pierres qui éclate en Palestine en décembre 1987. Continuité de l'histoire. En 1936 est créé le Haut Comité arabe qui, pour la première fois, regroupe l'ensemble des tendances et des partis palestiniens. Il sera présidé par Amin el-Husseini. Le 15 avril 1936, le pays se lance dans une grève générale. Les rebelles revendiquent notamment l'arrêt de l'immigration juive. Désobéissance civile, refus de payer l'impôt, manifestations scandant le mouvement, tandis que se multiplient les actions de guérilla. La grève dure 170 jours. Chaim Weizmann, président de l'organisation sioniste depuis 1920 et futur premier président d'Israël, écrit: d'un côté, les forces de la destruction, les forces du désert se développent, de l'autre, tiennent fermement les forces de la civilisation et de la construction. C'est la vieille guerre du désert contre la civilisation, mais nous ne céderons pas. La civilisation contre la barbarie, la vieille antienne du colonialisme. Le mouvement s'arrête à la suite d'un appel commun des souverains de l'Arabie saoudite, de la Transjordanie et de l'Irak, à faire confiance aux bonnes intentions de notre ami la Grande-Bretagne. Londres dépêche sur place une commission d'enquête qui, le 7 juillet 1937, remet son rapport, connu sous le nom de rapport Peel. Le texte propose la partition de la Palestine en 2 États, l'un juif, l'autre arabe, tous deux devant accéder à l'indépendance, mais Jérusalem et sa région restant sous mandat britannique. Il conseille aussi, pour la première fois, un échange de population pour permettre l'homogénéité de chacune des entités. 225 000 Arabes passeront de l'entité juive à l'entité arabe, alors que 1250 Juifs feront le trajet inverse. Si cette offre généreuse entre parenthèses n'est pas acceptée par les Arabes, elle leur sera imposée. Indignés, les Palestiniens relancent leur mouvement dès le mois de septembre 1937. Cette fois, c'est une véritable révolte populaire armée, avec des centaines de groupes, menant des actions à la fois contre les forces britanniques et contre les colonies juives. Malgré l'absence de direction centralisée, malgré les divisions, malgré le faible armement, la résistance continuera jusqu'en 1939 et mobilisera plusieurs milliers de soldats de Sa Majesté. Ce n'est qu'après octobre 1938 et les accords de Munich, qui éloignent pendant un temps la menace d'une guerre en Europe, que Londres peut envoyer suffisamment de troupes pour mater les rebelles. Cette révolte influera durablement sur les 3 parties en conflit, les Palestiniens, les Juifs et les Britanniques. Le bilan est tragique dans les rangs arabes, de 3 000 à 6 000 tués et des milliers d'arrestations et de déportations. On compte 9 000 prisonniers en 1939. Entre 1936 et 1940, 2 000 maisons sont détruites par les autorités, une pratique qui sera reprise par le gouvernement israélien à partir de 1967 dans les territoires occupés.
Les Palestiniens sont privés de toute direction. Les haines et les rancœurs nées des affrontements internes perdureront de longues années, pour le meilleur, mais le plus souvent pour le pire. Les pays arabes prendront en charge la revendication palestinienne, faisant passer leurs propres intérêts avant ceux de la population locale. Du côté des colons juifs, la révolte renforce, paradoxalement, l'infrastructure édifiée en Palestine et les fondements déjà bien établis de l'État en gestation. Elle entraîne un resserrement de la collaboration entre l'agence juive et les Britanniques. Des milliers de policiers juifs sont recrutés. On assiste à un étoffement de la Haganah et la création de nouvelles unités armées plus mobiles, parfois entraînées par des officiers britanniques. Des usines clandestines d'armement se mettent en place. Même freinée, l'immigration continue, avec environ 50 000 nouveaux arrivants durant ces 3 années de troubles. D'autre part, et pour la première fois, des groupes sionistes utilisent l'arme du terrorisme aveugle. L'Irgun, l'organisation militaire qui dépend du mouvement révisionniste, passe à l'action le 11 novembre 1937, faisant exploser des bombes dans des lieux publics. Le 6 juillet 1938, à Haïfa, une bombe tue 21 personnes dans le marché arabe. Le 25 juillet 1938, une autre fait une quarantaine de morts. Le livre blanc. Enfin, la Grande-Bretagne infléchit sa stratégie. La guerre avec l'Allemagne inévitable sera longue et globale. Il faut donc absolument assurer les assises de l'Empire du Proche-Orient, où s'infiltre une pernicieuse propagande nazie anti-britannique, s'appuyant sur la conviction que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Convaincu de pouvoir compter sur le soutien juif contre Hitler, Londres décide d'obtenir celui des Arabes en adoptant le 17 mai 1939 un livre blanc qui définit sa nouvelle politique. La déclaration Balfour, peut-on y lire, ne pouvait en aucun cas signifier que la Palestine serait transformée en un État juif contre la volonté de la population arabe. Par ailleurs, les engagements pris par les Britanniques durant la Grande Guerre ne peuvent fournir une juste base à la revendication en faveur d'une Palestine transformée en un État arabe. Il faut donc prévoir d'ici à 5 ans l'établissement d'un État palestinien indépendant, dans lequel les Arabes et les Juifs partageront l'autorité dans le gouvernement de telle manière que les intérêts essentiels de chacun soient sauvegardés. Plus important, l'immigration sera maintenue durant 5 ans à un niveau qui portera la population juive au tiers de la population totale, soit environ 75 000 personnes supplémentaires, puis ne sera plus autorisée qu'avec l'accord des Arabes de Palestine. Enfin, le haut-commissaire britannique reçoit tous les pouvoirs pour réglementer les transferts de terres, c'est-à-dire limiter son rachat par les Juifs. Victoire partielle pour les Palestiniens, mais le Moufti Amin al-Husseini rejette le livre blanc, démontrant une nouvelle fois son faible sens politique. En revanche, ce texte déclenche une levée de boucliers de la part des organisations sionistes, dont les plus extrémistes prônent désormais la lutte armée contre le colonialisme britannique. Mais l'agence juive n'a d'autre choix que de déclarer son appui à Londres dans le conflit qui s'engage. La guerre, déclare-t-elle le 3 septembre 1939, est notre guerre, et nous voulons la victoire de l'Empire britannique. Une terrible épreuve pour l'humanité et pour les Juifs commence.